Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Ça, c'était avant que Sébastien Lecornu ne rempile finalement quelques jours plus tard. Énième rebondissement d'une crise politique à rallonge, de quoi taper sur les nerfs. Ça m'inspire de l'incompréhension et de la lassitude. Donc. Depuis juin 2024, je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les Français assistent à la valse des premiers ministres, une instabilité qui vient accroître leur scepticisme envers les politiques. On est un peu dégoûtés et on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe. C'est de la politique politicienne où leurs petits combats, leurs petits intérêts sont défendus avec les dents. L'année écoulée a aussi été marquée par des épisodes judiciaires. Une candidate à la présidentielle et un ancien président ont été condamnés par la justice. Selon la nouvelle enquête annuelle Fracture française menée par Ipsos, les crises à répétition érodent sérieusement la confiance envers les élus. Premier visé, Emmanuel Macron. 58% des personnes interrogées souhaitent sa démission contre 52% en 2024. 20% seulement disent avoir confiance dans leurs députés contre 68% pour les maires qui tirent leur épingle du jeu. Il y a un décalage de plus en plus profond entre la défiance vis-à-vis des politiques nationaux et la défiance qui est beaucoup moins importante vis-à-vis des politiques locaux. Comme si finalement ce qui se passait à l'échelle nationale n'avait plus grand-chose à voir avec ce qui se passait dans notre vie et donc à l'échelle locale. Alors, qui est responsable du fossé qui se creuse entre citoyens et élus ? Les Français se sentent-ils encore représentés ? Comment soigner ce malaise démocratique ? Nos trois invités pour ce débat, Fabrice d'Allongeville, bonsoir, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise. Combien d'administrés ? 530. Très bien, c'est précis. Et vous réclamez depuis plusieurs années la publication des cahiers de doléances qui avaient été mis en place pendant la crise des Gilets jaunes. Et selon vous, il y a une vraie défiance aujourd'hui des citoyens français qui concerne avant tout l'échelon national. On l'a vu, le gouvernement comme les chefs de parti, les préoccupations qui traversent ces derniers ne correspondent pas aux aspirations des gens. Il faut repartir du niveau de la commune, ajoutez-vous, pour recréer du lien. À côté de vous, Blanche Le Ridon, bonsoir. Bonsoir. Directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, qui commande tous les ans, entre autres avec la Fondation Jean Jaurès, la fameuse enquête Fracture française réalisée par Ipsos Soprasteria. Selon vous, on atteint des taux inédits de défiance à l'égard d'un grand nombre d'institutions. La confiance envers les députés, par exemple, n'avait jamais été aussi basse depuis que nous faisons, dites-vous, cette enquête Fracture française. Ce phénomène profite d'abord et d'ailleurs au Rassemblement national. Et à côté de vous, Hélène Leuillet, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, psychanalyste, dernier ouvrage, Le vide qui est en nous, aux éditions Albin Michel. Eh bien, selon vous, la défiance existe à tous les niveaux, pas seulement à l'égard des politiques, même s'ils ont une responsabilité dans la corruption du langage, c'est ce que vous pointez, du langage médiatique. La société a basculé dans une sorte d'indifférence haineuse à l'égard de la démocratie. On démarre avec le graphique du jour, Oui, Benjamin. c'est celui qui montre dans cette étude de Fracture française l'immense défiance vis-à-vis des partis politiques. 10% seulement des Français en ont une bonne image. C'est 2 points au-dessus du minimum historique de 2014, mais ça reste abyssal. Blanche Le Ridon, c'est pas nouveau donc, mais ça s'accentue. Comment vous expliquez cette défiance exponentielle vis-à-vis des partis ? Je crois que le magnéto qu'on vient de regarder a rappelé parfaitement ce qui s'est passé depuis 2024 et la dissolution. Il y a une forme d'incompréhension de la part de nos concitoyens sur la façon dont se comportent les acteurs politiques et en particulier les partis politiques qui sont très directement accusés d'être à l'origine de ce qui se passe, faisant passer leurs intérêts personnels devant les intérêts du pays, incapables de se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, souhaitant un jour rejoindre un gouvernement de coalition et le lendemain claquant la porte. Donc il y a aussi une désaffiliation partisane dans notre pays qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'avant, les partis pouvaient compter sur des centaines de milliers de militants et d'adhérents. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a certes vu un petit regain d'adhésion au sein des Républicains au moment de l'élection de son président, mais on est quand même très très loin des chiffres d'il y a une dizaine d'années. Donc il y a un double phénomène pour moi. D'abord, ce phénomène de la désaffiliation partisane. Vous avez de moins en moins d'adhérents au sein des partis, et notamment des partis traditionnels. Et puis deuxième phénomène, le spectacle totalement navrant. Et je crois que les témoignages qu'on vient d'entendre ont eu les mots justes pour qualifier tout ça avec ce qu'il se passe depuis 2022 d'une part, parce qu'on assiste à ce phénomène depuis qu'on est en majorité relative,
effective. Et évidemment, depuis 2024 et la dissolution. On voudrait votre témoignage Oui. ici, Fabrice Dallongeville. Est-ce que vous sentez cette désaffection de vos administrés vis-à-vis des partis, notamment, en ce moment en particulier? Ils vous en parlent? Pas directement de la désaffection vis-à-vis des partis politiques. Par contre, ils parlent politique. Ah oui. Donc c'est une nuance importante. En fait, et ça c'était vraiment ce qui transpirait de l'analyse du corpus des doléances de 2018-2019, la désaffection vis-à-vis des partis politiques était déjà présente. Oui. En revanche, la question politique intéresse au premier chef les concitoyennes et les concitoyens. Donc il n'y a pas de... il faut se rassurer là-dessus, en fait. Ils s'intéressent toujours à la politique. Bien sûr, la République, elle n'était pas menacée dans le corpus, dans le mouvement des Gilets jaunes, etc. Elle existe toujours au plus près. Sauf que l'incarnation, c'est bien noté, l'incarnation se fait en proximité, à travers la commune, et non pas à travers la représentation nationale de la République. Et le jacobinisme et la verticalité, etc. Oui, on y reviendra peut-être après, mais l'incarnation, elle est déviante aujourd'hui. Hélène Leyet, vous opinez? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La crise de représentation est générale et elle vaut à plusieurs niveaux. Il y a d'une part le fait que du côté aussi de ce qu'on souhaite en termes de représentation, il peut y avoir un problème, parce qu'on a souvent le sentiment que ce qui est attendu de la représentation, c'est une forme de duplicata. Alors que ce n'est pas ça. Les représentants sont ceux qui portent une parole, qui parlent au nom d'eux, mais ils ne peuvent pas renvoyer directement une image. Mais je reviens à cette question de la parole, c'est-à-dire que justement, ceux qui sont censés parler au nom de tous, et puis exprimer les sensibilités générales, politiques dans le pays, ceux-là, on ne les suit plus. Il y a une défiance à l'égard de la parole, de la parole des politiques, effectivement, mais là, je pense que Emmanuel Macron a quand même une responsabilité dans le fait de ne pas avoir toujours tenu parole. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'une fois que la confiance est perdue, elle est perdue partout. Blanche Riodon, pardon, mais est-ce que cette défiance, elle n'est pas inhérente à la démocratie représentative? C'est-à-dire que dès qu'on délègue une partie de son pouvoir, on s'en sent dépossédé. Bien sûr, et s'il n'y avait plus du tout de défiance, on ne serait plus vraiment en démocratie. Si l'adhésion était totale et exactement, univoque, mais là, on arrive quand même à des niveaux qui sont extraordinairement préoccupants. Et surtout, quand on les regarde... Alors, je dirais quand même, parce que c'est la chance qu'on a avec Fracture Française, c'est qu'on a un recul... Fracture Française, c'est le titre d'étude annuelle. L'étude annuelle, donc on peut remonter jusqu'à 2014, donc on peut vraiment aller en profondeur dans les chiffres. Et en réalité, moi, j'ai plutôt tendance à parler de défiance chronique que de défiance conjoncturelle, parce que si vous regardez les chiffres de 2014, les partis politiques, la confiance était 8%. Donc on sent qu'on est rentré depuis... Ça fait un certain nombre d'années qu'on est dans ce phénomène-là, mais qui est accentué quand même et qui a son paroxysme là, parce qu'il n'y a pas que ces chiffres-là. L'enquête mesure énormément d'autres indicateurs auprès des Français. Leur déclinisme qui n'a jamais été aussi fort, 90% des Français pensent que le pays est en déclin et ils sont une quasi-majorité à penser que ce déclin est irréversible. Donc ça, on voit qu'il y a une corrélation directe avec ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui. Mais en même temps, Fabrice Dallongeville, l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi diverse politiquement sous la 5e. Et là, on se dit, les gens devraient se sentir représentés. Notamment, il y a des élus du Rassemblement national. En fait, là, il y a, en ayant bien lu Fracture... ce document, c'est vraiment la France qui est mesurée et la France du vécu, en fait. C'est pour ça que je fais le rapprochement vraiment avec le corpus des doléances de 2018-2019. C'est très important. Les cahiers de doléances, parce que l'expression qui ne passe pas par les sondages, là, ne fabrique pas de biais. De biais de questions, en fait. Donc, la tendance chronique qu'il y aurait en France à un pessimisme qui cesse de se renforcer, etc. Moi, je ne le ressens pas comme ça du tout. Vous le ressentez Non, je ne le ressens pas comme ça. Localement, au plus près des territoires, moi, ça fait 25 ans que je suis élu, j'ai jamais vu autant dans les territoires ruraux la capacité de faire de la transformation, de renouveler l'offre démocratique, de l'implication des gens, Donc à l'échelle locale. C'est à l'échelle locale. C'est pour ça que la question de réinventer, de refonder la République depuis la commune, elle est pertinente. On l'a déjà vécu dans l'histoire. En 1945, quand il y a les cahiers de doléances et les états généraux qui sont montés par le CNR, c'est ce qui s'est passé. Ils sont repartis par la commune parce que l'État était défaillant à l'époque. On se rappelle, pendant la guerre, c'était quand même autrement plus important. Donc il ne faut pas... c'est toujours une histoire de thermomètre, en fait. Vous prenez le thermomètre et puis vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne croyez pas trop aux chiffres de cette étude. Exactement. Moi, je suis vraiment dans le ressenti. Et par contre, il faut écouter le cœur et le souffle.
Et le cœur et le souffle est encore extrêmement présent parmi les Françaises et les Français. Il n'y a pas de difficulté ou d'inquiétude là-dessus. Quand dit la psychanalyste, est-ce que sur le divan, si je puis dire, les gens vous parlent de ça d'une foi encore, d'une ardeur et d'une déception bien sûr, oui et non. Ça ne vient jamais comme tel. Puis, de toute façon, je ne vais pas livrer trop les secrets de ce qui se dit. Non, mais on ne veut pas de nom. Mais néanmoins, moi, je tire effectivement les implications politiques de ce qui m'est dit dans d'autres points, notamment, je disais, la concurrence généralisée à l'échelle du pays, elle a pour conséquence déjà une fragmentation, parce que j'étais sur la crise d'oppression, tout le monde veut parler moi, ce que j'ai fait, moi, ce qui m'arrive. Donc ça crée évidemment une fragmentation qui qui fait perdre un petit peu le sens du commun, et donc parce qu'il faut bien partir de la commune, mais il faut pouvoir aller jusqu'au commun. Alors là, il y a un problème, mais ça donne aussi cette polarité fort-faible que je vois extrêmement répandue chez les jeunes, notamment. C'est-à-dire, faut être fort. Et pas forcément chez des jeunes de droite, mais parce que c'est pas politisé, mais ça a néanmoins des implications politiques, comme s'ils étaient tous devenus nietzschéens. Les forts et les faibles. Et ça, c'est un effet de la concurrence généralisée, et puis de ces générations qui a été élevée dans l'idée qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ça, c'est à la fois terriblement anxiogène, terriblement fragmentant, et puis ça ferme la personne sur elle-même. Un mot très inquiétant aussi sur les jeunes, c'est le rapport à la démocratie. C'est vrai que là, on voit une évolution. Vous savez, on pose toujours la question, est-ce que selon vous, d'autres systèmes sont aussi favorables que l'est la démocratie? Et là, vous avez 42% des moins de 35 ans qui, effectivement, pensent que finalement, la démocratie, on pourrait s'en passer et d'autres systèmes pourraient être aussi valables. Et ça, c'est vrai que c'est très préoccupant, et notamment quand c'est exprimé par la jeunesse, là où les plus de 60 ans sont beaucoup plus attachés à la démocratie, et ils ne sont que 23% à considérer que d'autres modèles pourraient le remplacer. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit. Il n'y a pas que des chiffres désolants dans Fracture française. Quand vous mesurez, par exemple, la confiance dans les PME, c'est 82%, c'est gigantesque. Toutes les institutions régaliennes sont épargnées par la défiance. La confiance dans l'armée, c'est 79%. La confiance dans la police, 74%. Dans l'école, 70%. Donc il y a encore, heureusement, des bastions de confiance dans notre pays, mais à l'égard de la politique telle qu'ils la voient, effectivement, sur les plateaux télé à longueur de journée, il y a, et on peut difficilement leur reprocher. Pas chez nous, on ne reçoit pas de politique. Voilà, ça tombe bien. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna ce qui s'est passé aujourd'hui. Événement historique, Nicolas Sarkozy est entré en prison à la santé. Oui, vous venez de le dire, 21 octobre 2025, une date qui va rester un jour historique. Première fois qu'un ancien président de la République met les pieds en prison en tant que détenu. Les chaînes d'information dès ce matin étaient en édition spéciale pour suivre son départ donc depuis son domicile, où d'ailleurs il a été applaudi par des centaines de ses soutiens avant de rejoindre la prison de la Santé. On rappelle que Nicolas Sarkozy a écopé de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007. Bien sûr, il a fait appel de sa condamnation, mais quoi qu'il en soit, les Français ont réagi à ce double événement, condamnation et incarcération. C'est injusticiable comme tout le monde, il n'y a pas de raison, il ne faut pas des traitements de faveur, il n'y a pas une justice à 2 niveaux. Je trouve que c'est une injustice et c'est la politique des juges d'extrême gauche comme les contre-pouvoirs actuellement injustes et dictatoriaux. Alors, il faut rappeler que sa condamnation le mois dernier avait poussé certains, et pas uniquement les soutiens de Nicolas Sarkozy, à remettre en cause l'indépendance de la justice. Des magistrats avaient même été menacés de mort. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de recevoir Nicolas Sarkozy à l'Élysée vendredi dernier. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lui dit qu'il lui rendrait visite en prison. Mais pour le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, je le cite, c'est une pression sur la justice qui donne le sentiment qu'il existe des prévenus qui sont de nature différente. Quant à Agnès Evren, la sénatrice LR de Paris, elle retiendra de cette journée une grande humiliation. Voir un ancien président qui a été très respecté dormir dans une cellule mélangée avec des malfrats, ça choque les consciences, ça donne une image profondément abîmée de la France. Fabrice Dallongeville, est-ce que c'est quelque chose qui importe vos administrés? Est-ce qu'ils vous en ont parlé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, directement non, parce que je ne les ai pas beaucoup croisés. Mais on en parle, bien sûr, ouais. Mais il y a l'exemplarité, en fait. Il y a la question de l'éthique politique. Alors, je ne parle pas de la morale politique, on est d'accord. Non, mais l'exemplarité, vous avez mais l'exemplarité, l'incarnation de l'exemplarité dans le discours, dans la posture. Là, je suis quand même assez agacé, je vais vous le dire franchement, en tant que maire, représentant de l'État dans ma commune,
qu'on puisse attaquer autant la justice, quoi. C'est la séparation des pouvoirs, c'est une réalité en France. À partir du moment où vous attaquez la justice, vous allez attaquer l'autorité municipale, vous allez attaquer n'importe qui. Et là-dessus, je pense que c'est ce qui nous manque, en fait, vraiment. Cette question de l'éthique. Et vous pensez justement que cette condamnation, ça peut aggraver la défiance ou au contraire ramener un petit peu de confiance auprès des Français? Alors, peut-être que ça ramènera de la confiance, parce qu'effectivement, l'état de droit montre qu'il est injustifiable comme les autres, que de toute façon, il y a de plus en plus d'incarcérations. C'est la raison pour laquelle les prisons sont pleines. Donc, effectivement, il y a peut-être de plus en plus de présidents de la République ou d'hommes politiques qui vont être en prison parce que c'est un mouvement général d'incarcération. Mais peut-être ça ramènera de la confiance. Mais c'est surtout que, moi, ce qui me frappe et ce qui me choque aussi, c'est que les mots n'ont plus de sens. Enfin, je veux dire, quand Nicolas Sarkozy dit « c'est l'état de droit qui est attaqué », alors, attendez, là, on ne comprend plus rien. On devient fou. C'est l'état de droit qui le condamne. Ce n'est pas l'état de droit qui est attaqué. Là aussi, on a la sorte de crise des égos. Quand la moindre frustration, on l'avait vu avec Marine Le Pen quand elle a été déclarée inéligible, eh bien, toute frustration est à travers l'attaque du régime, la France en déclin. Et là, les mots n'ont plus de sens. Et là, c'est grave. C'est-à-dire que les gens qui le défendent ne disent pas « il est innocent ». Ça s'entend. Il est innocent, on va vous le montrer, etc. Très bien. Mais là, on ne critique pas la justice. Quand on dit il est innocent, on va vous le montrer. Au contraire, on est toujours dans la logique de la justice. Non, on dit c'est injuste. Avec quoi c'est injuste? Je veux dire qu'à partir du moment où il y a des problèmes de financement d'une campagne, c'est normal que la justice s'en empare. Une nouvelle question quand même, juste à vous, Fabrice d'Allongeville. 68% des Français dans l'étude Fracture Française ont confiance dans leur maire et pourtant on entend parler de plus en plus d'édiles, de maires, de petites, de grandes communes qui sont harcelés verbalement, qui sont agressés, qui sont pris à partie. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette espèce de paradoxe entre cette confiance et puis cette façon un peu violente d'agresser les maires? Alors, une nouvelle fois, il faut faire vraiment attention aux mots. C'est très important ce que vous avez dit, entre le sentiment d'insécurité ou de non-tranquillité. Il y a des chiffres... bien sûr, non, je ne le conteste pas, mais ce n'est pas un amalgame. En fait, il n'y a pas un surcroît d'un seul coup de violence à l'encontre des édiles, etc. Et il y a des situations individuelles aussi qui peuvent permettre d'accompagner ou d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi, ce que je ressens vraiment comme élu maintenant, ça fait mon 4e mandat, en fait, ce qui moi me pose le plus de difficultés, c'est les baisses de moyens. Mais vraiment simple, hein, la baisse d'autonomie qu'on a, suppression de la taxe d'habitation, ça nous empêche d'aider davantage les associations. Là, aujourd'hui, on est dans une situation de crise au niveau des associations qui font tout le lion de la République. Hein. Là, on a des baisses monstrueuses qui sont avancées. Moi, j'étais sur une des assises départementales des associations de l'Oise, à Nogent-sur-Oise, ce week-end. Je n'ai pas rencontré une seule association qui ne licenciait pas des gens. Donc c'est la solution à ce malaise démocratique pour vous, c'est la décentralisation par exemple, c'est-à-dire on donne plus de pouvoir localement. Bien sûr, mais ça participe en fait. Quand vous avez une description que vous faites, etc., tous les éléments qui déstructurent, qui sont dans une forme d'effondrement, vous prenez les partis politiques, il n'y a plus de section de partis politiques au plus près des territoires. Moi, quand j'ai commencé mon engagement public, il y avait des secrétaires de section de différentes sensibilités qui étaient dans le canton. Là, ça n'existe plus. Vous prenez l'éducation populaire, c'est pareil, etc. Donc, en multipliant tout ça, vous comprenez le sentiment de malaise qu'on peut ressentir. Bien sûr, et le malaise des Français. Alors, on va regarder une archive. On vous propose une archive. Tenter de soigner ce malaise démocratique, ça n'est pas un objectif nouveau. Début 2019, vous voyez de quoi on parle. Dans la foulée de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron propose un grand débat national. Le président de la République sait ce que veulent les Français. Pas besoin de faire un grand débat national. Ils sont ponctionnés sans arrêt, il faut arrêter, quoi. Le président convie 700 maires mardi prochain pour débattre avec eux dans le gymnase de cette commune de moins de 4000 habitants. Mais pour une citoyenne optimiste... C'est bien s'il peut discuter avec les gens et que les gens comprennent son message. Combien de sceptiques? Il essaye de faire de la démagogie pour arriver à ses fins et puis un point c'est tout. Ce maire rural, à Quillebeuf, sera lui aussi face au président. Et à la boulangerie, il recueille des demandes contrastées. Qui relève le point d'indice des fonctionnaires, ça serait bien. C'est pas au président de tout faire, que chacun fasse un effort. Mais dans le cahier de doléances, pour plus de 600 habitants... Il n'y a eu que 2 personnes qui sont manifestées à mettre un petit mot pour le président. La population ne croit plus trop à la parole de nos politiciens.
Blanche Loridon, est-ce que les vraies réponses à ce malaise démocratique, elles ne sont pas dans ces cahiers de doléances? Bien sûr. Et je rappelle que Sébastien Lecornu était le co-animateur du grand débat. Donc il avait une responsabilité aussi à ce moment-là pour exploiter. On parlait tout à l'heure des mots qui sont maltraités, abîmés. Là, il y a eu des centaines de milliers, des millions de mots qui ont été inexploités, qui ont été silenciés. Et ça, c'est vraiment très, très, très problématique. Et c'est vrai que je pense, en plus, souvenez-vous, le grand débat, on est quand même au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il y a une capacité à agir. Il y a une capacité même financière à agir à l'époque, parce que l'État des comptes publics n'est pas du tout comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une opportunité perdue. Et donc j'espère effectivement que les cahiers vont être exploités. Qui n'a pas été analysés. saisi, vous avez dit, cette opportunité. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce que vous avez lu dans vos cahiers de doléances? 3 mots. 3 mots. Proximité, solidarité, citoyenneté. Vous prenez ces 3 mots-là, c'est ce qui traverse l'ensemble du corpus. C'est 2,5 millions de contributions en comptant les participations des Gilets jaunes. Proximité, citoyenneté, c'est pour ça que vous avez mis en place solidarité. une journée de citoyenne, vous. Les gens vont, ils font des choses concrètement dans leur ville. En fait, c'est ça, repeindre la des capacité écoles, par à exemple. agir, elle existe. Mais il faut lui permettre de s'exprimer complètement. Hélène Leuillet? Oui, moi je crois que c'est vraiment l'effet de Vous adhérez à ça, à cette, j'adhère complètement ce à ça. triptyque fondamental? Fondamental, j'y adhère complètement. Et je dirais que là, on voit bien dans le grand débat l'effet de l'entrée de la communication, des techniques de communication dans les arts de gouverner. Maintenant, ce qu'on appelle traditionnellement en philosophie politique les arts de gouverner, c'est de la com. Donc le grand débat, ça a accentué la défiance parce que cette grande promesse, enfin qu'on va parler, finalement, la réponse a été « j'entends ce que vous dites », dont on sait ce que ça signifie. Ça veut dire on ferme ses oreilles et on ne prend pas compte. Mais comme ça a été le cas pour les conventions citoyennes. Et comme ça a été le cas pour la Convention sur le climat, où les gens ont... Il faut juste relire le discours qui devait être prononcé par le président de la République le 15 avril 2019, qui est disponible en ligne sur le site lesdoléances.fr. Et vous verrez qu'en fait, sur les 6 premières pages, la compréhension de la crise sociale a été décrite par le président. Et en une phrase, il l'efface en disant « Voilà pourquoi nous n'allons pas changer de politique ». Discours qui n'a pas été prononcé à cause de l'incendie de Notre-Dame. Absolument. Merci à tous les 3 d'être venus débattre sur ce qui fracture, mais peut-être ce qui rassemble aussi les Français.